Landru. Prologue. Dans cette première saison des Archives du crime, découvrez Henri Désiré Landru, souvent décrit comme le premier tueur en série français. Il est accusé d'avoir commis 11 assassinats, dont 10 femmes, entre 1915 et 1919. La voix que vous allez entendre est celle d'un personnage clé de l'affaire Landru, Jules Belin, le policier qui mena l'enquête. En 1919, alors simple inspecteur de la police judiciaire de Paris, Jules Belin enquête sur plusieurs disparitions de femmes victimes d'escroqueries. Il est loin d'imaginer qu'il est sur les traces de l'un des plus grands criminels du XXe siècle. Quelques années après l'affaire, devenu commissaire, il est interrogé dans l'émission « Soyez témoin ». Il dresse le portrait de cet homme insaisissable et résume les grandes lignes de l'affaire de sa vie. C'était en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, alors que 10 grands hommes d'État décidaient à Versailles de la paix. Pendant ce temps, un petit bonhomme voûté, chauve, barbu, assez laid, mais étrange, avec des yeux vifs et profonds, des yeux inquiétants, surmontés d'épais sourcils, plusieurs fois recherché par les polices de France, continuait à tuer impunément des femmes qui étaient amoureuses. Il se nommait Henri Désiré Landru, était né à Paris, rue Bolivar, en 1869. Il a été même connu sous bien d'autres noms, tous noms d'emprunt sous lesquels il a fait 11 fois son métier d'assassin. De mars 1915 à janvier 1919, il a tué 11 personnes, dont 10 femmes, et un jeune homme, André Cuchet, dont la mère avait subi auparavant le même sort. Il fallait donc qu'il disparaisse pour qu'il se taise. La plupart de ces malheureuses d'âge mûr étaient d'anciennes servantes ou cuisinières disposant de quelques économies à bijoux. L'une d'elles pourtant, André Bablaine, avec 19 ans. L'étude des carnets de Landru permit d'établir qu'il avait retiré de ses abominables forfaits, en tout et pour tout, 72 000 francs. Très jeune, Landru manifeste une grande piété et fut même enfant de chœur à l'église de Saint-Louis-en-l'Île. Marié avec une blanchisseuse dont il s'était séparé avant la guerre 1914-1918, il eut 4 enfants. Tout d'abord, comme architecte, il se lance dans l'exploitation de brevets mécaniques, commet de nombreuses escroqueries et est condamné 8 fois, dont la dernière par défaut, à la relégation. Vous venez de parler de sa femme et de ses enfants. Est-ce qu'ils ont figuré au procès? Est-ce qu'on les a vus? Oui, ils ont figuré au procès. D'ailleurs, les enfants voyaient leur père pendant tout le manège de Landru. Il voyait sa femme aussi, ce qui semble assez étrange. Mais n'empêche qu'il se demandait de temps en temps dans sa famille à Clichy, il le voyait. Alors, sa femme et ses 4 enfants étaient appelés à témoigner au procès. Est-ce que vous avez assisté au procès? Ben oui, j'ai assisté au procès. J'étais un des principaux témoins. C'est un vrai procès fleuve qui s'est prolongé pendant plus de 4 semaines. Un procès qui a attiré beaucoup de monde. Je me souviens même de ce détail. À cette époque, il y avait bien moins de voitures, n'est-ce pas? Il y avait un train qui conduisait aux assises. C'est un train qui partait des Invalides à 10h05. Eh bien, on l'appelait le train Landru. Affaire Landru, épisode 1. À la recherche de Célestine Buisson. Elle est veuve et souhaite refaire sa vie. Par le biais d'une petite annonce, Célestine Buisson rencontre l'homme idéal, un certain Henri Frémier, qui lui promet mariage et sécurité.
Durant l'été 1915, elle présente son fiancé à un couple d'amis, les Fouillard, avant de disparaître mystérieusement. Inquiets, sa sœur et ses amis se lancent à sa recherche. Sans résultat. Jusqu'à ce jour d'avril 1919, où Madame Fouillard aperçoit par hasard le mystérieux fiancé avec une autre femme, dans une boutique de la rue de Rivoli. Cette rencontre marque le tournant de l'enquête. Monsieur Fouillard la raconte à la radio en 1956. Écoutez-le. Alors, Monsieur Fouillard, je voudrais que vous nous expliquiez très complètement cette histoire. Le mieux que je pourrais. C'était en 1915, pendant la guerre, j'étais soldat. Et Madame Buisson, une de ses victimes, était une amie intime à nous, à ma belle-sœur et à moi-même. Madame Buisson nous prévient qu'elle viendrait présenter son futur mari, parce que c'était une veuve. Elle viendrait présenter son futur mari à nous. Donc c'était au mois de juillet peut-être, ou 1915, il faisait chaud. Nous avons pris un petit apéritif, si vous voulez. Et Madame Buisson me présente ce monsieur sous le nom de Monsieur Frémier. Nous avons parlé ensemble, nous avons discuté peut-être pendant une demi-heure. Pendant ce temps-là, je lui ai demandé, tout de même sur ces entrefaites, comment ça se fait qu'il n'était pas soldat. Il me répond, je suis industriel. Il s'en va au bout d'une demi-heure après, une fois qu'il a eu un petit réconfort, ils s'en vont tous les deux. Et ils ont espacé leur visite, mais enfin, peut-être, j'ai peut-être revu 3-4 fois ensuite. Finalement, plus de nouvelles de Madame Buisson. Disparue, volatilisée. Impossible de la retrouver. Sa sœur courait après, avait été à la PJ. Enfin, on cherchait partout Madame Buisson. Impossible de la trouver. Les années se passent. J'étais toujours soldat. Je venais d'être opéré au Grand Palais. Et ma femme était venue me voir avec ma belle-sœur à l'hôpital. Et en revenant, au lieu de descendre, puisque nous restions en rue de Rivoli, au lieu de descendre à Saint-Paul ou à Hôtel de Ville, elles sont descendues au Châtelet. Du Châtelet, elles allaient voir le magasin en descendant. Et elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Je devrais peut-être pas donner le nom de la maison. Mais si, au contraire. Elles s'arrêtent juste au Lion de Faïence. Elle regarde le service de table. Qu'est-ce qu'elle voit? Monsieur Frémier, Landru, Monsieur Frémier avec une jeune femme. Monsieur Landru, émotionné de voir ma femme et ma belle-sœur, il s'est vivement dépêché de faire le choix du service de table. Il est allé à la caisse pour payer et donner son adresse. Et il est reparti en vitesse. Ma femme et ma belle-sœur l'ont suivi au Châtelet. Et il voulait trouver un agent. Pas d'agent. Il voulait le faire arrêter séance tenante. Pas d'agent. Bon, ils prennent l'autobus ou le tramway, je ne me rappelle plus. Et ma femme les perd de vue. Mais ma femme ne perd pas de temps et retourne au Lion de Faïence pour demander l'adresse. Mais au Lion de Faïence, elle n'a pas voulu lui donner. Secret professionnel. Ma femme et ma belle-sœur sont allées chez la sœur de Madame Buisson, qui travaillait rue du Plâtre. Je ne me rappelle plus à quel numéro. Ils coururent chez cette jeune fille et lui dire qu'ils avaient trouvé le fameux Frémier Landru. Mademoiselle Lacoste a couru tout de suite à la police au quai des Orfèvres et l'inspecteur de police ne voulait même pas se déranger parce que c'était une chose, n'est-ce pas, qui était... Le hasard. Le hasard. Il ne voulait pas se déranger parce que personne ne pensait une chose pareille. Et... Finalement, ils ont été. Mais ils sont allés, et alors c'est là qu'ils ont trouvé l'adresse. Et cet homme qui avait laissé son adresse au Lion de Faïence, il avait donné l'adresse, mais il est resté au moins 3-4 jours sans rentrer à l'adresse qu'il avait indiquée. C'est au bout de 3 ou 4 jours, n'est-ce pas, qu'ils l'ont cueilli. C'est ça, ils l'ont cueilli au 76 de la rue Rochechouart, où il était avec la jeune femme. La jeune femme, la seule qui est échappée, puisqu'on l'a arrêtée à ce moment-là. Oui, sans doute. Oui. Je voudrais poser une question à monsieur. Le fait que vous avez été tellement, que votre femme et votre belle-sœur ont été tellement frappées en voyant Landru, prouverait que vous avez eu un soupçon. Moi, je n'avais pas de soupçon. Mais nos premières entrevues, après ça s'est arrêté, il m'avait fait une mauvaise impression.
Madame Buisson me prend à part, puisque nous étions très amis, elle me prend à part et me demande quelle est votre impression, monsieur Georges. Je lui dis, il ne me plaît pas. Il ne me plaît pas. Et à chaque fois que je l'aurais vu, ça a toujours été la même réponse. J'ai dit qu'il ne m'était pas sympathique. Et elle, qu'est-ce qu'elle disait? Elle le défendait? Elle le défendait, qu'est-ce que vous voulez. Et c'était une veuve, elle voulait se refaire une situation. Elle avait un garçon qui avait une vingtaine d'années qui était aveugle. Ah oui, oui. Vous comprenez? Elle voulait se refaire une situation, cette femme. Et alors, je vous dis, après, nous ne l'avons plus revue. Et quand vous ne l'avez plus revu, avez-vous eu un soupçon à ce moment-là? Ah non, oh non. Ah non. Ah non. Alors, le fait que votre femme et votre belle-sœur aient voulu avoir l'adresse de Landru et étaient tellement frappés en le voyant, ça correspondait à quoi? Ben, parce qu'on voulait savoir où était parti, où était passée Madame Buisson. Et on pensait que lui pouvait le savoir. Il y avait que lui qui oui, pouvait je le savoir. Alors, ça n'était pas un soupçon, on ne pensait pas qu'il était mêlé Ah à une non, mauvaise ah affaire. non. C'était simplement pour avoir un renseignement tout à fait désintéressé. Tout à fait désintéressé. Ah oui, je comprends. On ne savait Je pas, on ne savait comprends. rien. Oui, oui, Vous oui. comprenez, à cette époque-là? La démarche qui a été faite par votre famille auprès de la police ne venait pas quand même d'un soupçon. C'était simplement un moyen officiel d'avoir l'adresse, puisqu'on ne pouvait Pour pas le donner à retrouver une personne Madame privée. Buisson. les à tout personnes prix. qui l'avaient vu, oui. Et dites-moi, puisque vous avez connu Landru, en somme, dans le privé et en liberté... En liberté, d'accord. Il vous avait fait une mauvaise impression. Mauvaise impression. Pourquoi? Il vous avait dit des choses qui vous avaient froissé? Oui, on avait parlé de la guerre, entre parenthèses, et j'avais compris qu'il désirait notre défaite. Alors ça m'avait indisposé. Il n'était pas pour ce que nous gagnions la guerre. Il était contre, je dirais, contre nous presque. Il ne désirait pas que nous soyons victorieux. C'est très curieux parce que en 1915, quand vous l'avez connu, Oui. il n'avait pas encore commencé. C'est un homme qui avait été condamné pour escroquerie, abus de Ah, je ne confiance savais un pas, grand oui, nombre de oui. fois. Mais c'est en 1915 qu'il a fait sa première victime. Ce qui est très curieux, c'est que c'est Madame Cuchet qu'il a assassinée au début de 1915, et Madame Buisson, il ne l'aurait assassinée qu'en 1917. Oh, mais il a exercé Mais pendant je vous dis, beaucoup de temps. elle nous est disparue, elle s'est volée à la télévision, on ne l'a plus revue. C'est ça. On ne Et l'a plus revue. Les mois ont passé, et puis dans l'intervalle, ça finit par faire 2 ans. Il est probable qu'il menait plusieurs affaires à la C'est fois ça. C'est possible. et qu'il lanternait les unes en attendant d'avoir assassiné les Je autres. voudrais poser une autre question au témoin. Est-ce que vous avez le sentiment que Madame Buisson a suivi Landru dans la mesure où il lui plaisait, dans la mesure où il l'avait séduite, ou dans la mesure où il avait envie de refaire sa vie comme une Non, femme qui a un enfant, dans- un grand garçon et qui veut avoir un ami, un compagnon? Elle voulait se refaire une situation, parce que je vous rappelle qu'elle avait un enfant, un garçon Oui. qui avait une vingtaine d'années. Oui. Et Madame Bisson n'était pas trop âgée. Que Oui. voulez-vous, elle avait la quarantaine. Mais elle devait avoir des petites économies pour... Oh, elle était aisée. Madame Bisson était aisée. Et comment est-ce qu'il l'avait trouvé, cette Madame ça, Buisson? Mais Voilà. les annonces, toujours. Ça, sans doute. Je mais crois je- qu'il Elle vous l'a pas dit. Ah non, ça ne nous l'a pas Elle dit. ne l'a pas dit. Et il ne vous a pas dit, il me plaît, il est séduisant, il Ah est non, agréable. non. Il fait bien Moi, la j'ai conversation. eu la conviction, n'est-ce pas, que c'était pour se refaire une situation. Et alors, dans le privé, comment se comportait-il? Vous nous avez dit qu'il vous avait parlé de la guerre d'une façon qui vous avait déplu, mais au cours de cette première demi-heure que vous avez passée, est-ce qu'il a essayé de faire du charme? Il parlait très bien, il s'exprimait très bien, et ce n'était pas un imbécile. Mais, ce que je lui reprochais, qu'il était trop obséquieux. Vous savez, il était trop, comment dirais-je, Trop poli pour être taquin, honnête. trop poli pour être Oui, honnête. oui, c'est ça, oui, oui. Ça, c'était contre moi, je ne pouvais pas accepter ça. Je n'aime pas les gens qui sont trop obséquieux. Oui. Et ça m'avait choqué. Est-ce qu'il faisait beaucoup la conversation? Est-ce qu'il faisait beaucoup de frais auprès de Madame Buisson? Pas très, non. mais il était charmant, on peut pas dire, il était charmant, et il avait de l'éducation. Ça se passait au café. Non, ça se passait chez nous. Ah, chez vous, il était chez vous. Oui, il était chez nous. Il était chez nous. Il vous a dit qu'il était industriel. industriel. Et je ne me rappelle plus à quel endroit, si En c'est effet. Nanterre ou Levallois, je ne me rappelle plus, vous savez, depuis... Industriel est Industriel. Maître de force. Monsieur Fouillard, je voudrais vous poser encore une question ou Avec deux. plaisir. La première, est-ce que vous pourriez nous donner une description physique de Landru? C'était un brun, un beau bouc, bien soigné, coquet, bien comme homme, bien. Oui. Je vous assure, bien. Chaud. Ah oui, il n'avait pas beaucoup de cheveux sur la tête. Mais enfin, présentant, bien une belle présentation. Et les yeux? Les yeux, des yeux noirs. Et vous vous regardez jamais en face. Jamais je pouvais le fixer dans les yeux. Si je ne pouvais pas. Et les femmes, ils ne les regardaient pas en face? Non. Alors, Mais il était chez nous, n'oubliez pas qu'il était à la maison.
Affaire Landru, épisode 2. Landru piégé au petit matin. Immédiatement après avoir croisé Landru, alias Frémier, le couple Fouillard prévient la sœur de Célestine Buisson qui la cherche sans relâche depuis 2 ans. Elle se rend au 36 quai des Orfèvres pour signaler la réapparition du mystérieux fiancé de sa sœur. Jules Belin, l'inspecteur chargé de l'enquête, remonte le fil de ces nouvelles informations et identifie un certain Henri Guillet, prétendu ingénieur, installé dans un petit appartement du 9e arrondissement de Paris. Le 11 avril 1919, après plusieurs jours de surveillance, l'inspecteur procède à l'arrestation du suspect. C'est au petit matin qu'il le cueille au saut du lit, en compagnie de sa maîtresse. Dans l'appartement, la découverte d'étranges carnets va bouleverser le cours de l'enquête. Écoutez le commissaire Belin raconter les dessous de cette arrestation au micro d'André Gillois. Je vais interroger maintenant un témoin capital, celui qui a eu l'insigne honneur d'arrêter Landru, le commissaire Belin. Monsieur Belin, je vous donne la parole. Un matin des premiers jours d'avril 1919, je reçois un dossier concernant la disparition mystérieuse en 1916 de 2 Parisiennes, mesdames Colomb et Buisson. Je me suis toujours méfié des romans feuilletons. Mais tout de même, il est bien vrai qu'il naît au cours des guerres de monstrueuses affaires criminelles. Je me mets donc immédiatement en campagne, muni du seul signalement de Landru, se faisant alors appeler Guillet. Nuit et jour, j'explore le 9e arrondissement. La chance finit par me favoriser et j'apprends enfin qu'il existe 76 rue de Rochechouart un monsieur Lucien Guillet se disant ingénieur. Est-ce que ce n'est pas par une demoiselle Lacoste que vous avez retrouvé cette adresse ? Effectivement, mademoiselle Lacoste était la sœur de madame Buisson et c'est grâce à elle que j'ai obtenu cette adresse. Je cours donc 76 rue de Rochechouart. Il s'agit bien de mon homme, mais hélas, il est parti en province sans qu'on connaisse la date de son tour. Je n'abandonne point la piste, mais j'en arrive vite à la soirée du 11 avril 1919. Il était environ 11 heures du soir. J'avais passé une soirée agréable avec des camarades. Je rentrais chez moi en effectuant un détour par le 76 de la rue de Rochechouart. Devant cet immeuble, mon cœur se mit violemment à battre lorsque j'aperçus de la lumière qui filtrait à travers les persiennes de l'appartement du soi-disant Guillet, 6 au premier étage. Pour pénétrer chez Guillet, il me fallait, en vertu de la loi, attendre le jour. Je monte la garde sur le trottoir, puis en accord avec le concierge, je pénètre dans l'immeuble. Il est 2 heures du matin, je m'installe sur le paillasson de Guillet. De cette façon, pensais-je, si je m'endors et si Guillet a l'intention de s'enfuir avant le jour, il lui faudra ouvrir la porte et me passer sur le corps. À 4 heures, un dernier locataire de l'immeuble regagne son domicile. Pour éviter toutes explications avec ce noctambule, je monte l'escalier et m'installe au 6e sur le palier. Le locataire pénètre au 7e étage. Ouf! J'ai eu chaud. Puis au petit jour, c'est l'arrestation. Après bien des difficultés, Guillet se décide à m'ouvrir. Il est en pyjama, étriqué, maigrelet, la barbe en broussaille. Je le trouve ridicule. Il se refuse à me suivre et il me faut le déposer de force dans un taxi pour l'amener à mon bureau. En cours de route, je lui dis « Ah, c'est une très grave affaire que la vôtre, une affaire d'assassinat, même de plusieurs assassinats. »« Oh, dit-il, pas si vite, assassinat au pluriel, avec un S. Vous allez un peu fort, il vous faudra toutefois le prouver. » Je constatais alors que cet homme était farouchement décidé à se défendre. L'avenir allait me donner raison. Dans une poche de son veston, je découvre un carnet dont une seule page, la première, porte une écriture tracée en berre ronde de la main de mon détenu. Je lis aussi 11 noms, dont mon enquête devait établir qu'il s'agissait des 11 victimes du misérable. Il fut également découvert à son domicile un nombre considérable d'autres carnets représentant un véritable annuaire d'une comptabilité méticuleuse, avec des notes, des chiffres, des dates, car Guillet portait tout en compte. Aussi bien la sortie de 2 sous pour l'achat d'une boîte d'allumettes que les achats de charbon pour sa cuisinière de Gambet, où il brûlait ses victimes.
Toutes ces comptabilités furent accablantes pour ce monstre. Comme il aimait à le dire ironiquement à son procès, ces carnets furent le bréviaire de l'accusation. Je n'en citerai qu'un exemple, digne d'une démonstration éclatante. La veille même de son départ à Gambais, d'où elle ne devait jamais revenir, Madame Buisson avait invité à déjeuner sa jeune sœur, Mademoiselle Lacoste. Les deux femmes parlèrent de l'avenir. À un moment donné, Madame Buisson ouvrit son sac à main et compta l'argent qu'il contenait, 1035 francs. Retenez bien ce chiffre. Le lendemain du meurtre de Madame Buisson, Guillet note sur son carnet un billet aller-retour pour Oudan, la gare qui dessert Gambais, et un billet simple pour Madame Buisson. Bien sûr, elle ne reviendra pas. Il note aussi l'achat de 200 kilos de charbon. Tout en bas de la page, il écrit ces mots: récupération Buisson, 1035 francs. Donc, dès qu'il a tué la malheureuse, il s'empare de l'argent renfermé dans le sac à main. Je découvre également du rochechouart un papier froissé sur lequel est griffonné au crayon un nom, Landru. Cette même perquisition me fait découvrir à Clichy une remise louée par Landru. Ce local est rempli de meubles, de literie. J'y découvre aussi des vêtements féminins en grand nombre, des dossiers étiquetés, reliés, qui contiennent des pièces d'identité au nom de 8 femmes, soit 8 femmes tuées par le sire de Gambais. Ces dossiers renferment également des quittances de loyer, du gaz, de l'électricité. Et c'est ainsi que je puis identifier les 11 victimes de Landru. À chaque adresse ainsi obtenue, il m'était invariablement répondu: bien sûr, Madame X, oui, j'ai bien connu. Oui, elle a bien demeuré ici, mais elle est partie en province pour se marier avec un barbu. Je connais pas le nom de ce barbu, mais depuis ce jour, j'ignore ce qu'elle est devenue. C'est le barbu qui a déménagé les meubles de l'appartement. À mes nombreuses questions, Landru se borne à dire: des maîtresses, bien sûr que j'en ai eu. Vous aussi, n'est-ce pas? Pouvez-vous me dire, monsieur Belin, ce que sont devenues vos maîtresses? Et puis, vous oubliez que vous touchez, là, le mur de ma vie privée. Tandis qu'il me résiste, on m'apporte un pneu arrivé le soir même à son adresse. Une femme qui signe Nini lui fixe rendez-vous pour le lendemain dimanche pour se rendre avec lui à Gambais. Cette femme qui ne s'est jamais fait connaître vient sûrement d'échapper à la mort. En effet, Landru à ce moment ne dispose plus que d'une cinquantaine de francs et il lui faut payer son terme. Cette situation explique le voyage de Nini à Gambais. L'enquête de police est ainsi terminée. Est-ce que vous avez participé à l'instruction? Oui, naturellement. Mais oui, l'instruction était menée par un juge qui s'appelait Monsieur Bonin. Et l'instruction de cette formidable affaire dura 2 longues années. Des fouilles effectuées à Gambais amenèrent la découverte d'ossements calcinés dont les experts affirmèrent qu'ils appartenaient à plusieurs corps féminins. Il fut aussi trouvé des baleines et agrafes de corset, des épingles à cheveux, le tout atteint par le feu. Landru a correspondu à l'aide d'annonces publiées dans des feuilles spécialisées avec des centaines de femmes. C'est étonnant ce que les mots « Monsieur distingué et riche, recherche pour mariage, situation, rapport » peuvent rencontrer d'écho dans certaines âmes. Affaire Landru, épisode 3. Sur les traces de Landru à Gambais. Alors que Landru est arrêté, la presse ne tarde pas à s'emparer de l'affaire. En avril 1919, Jean-Claire Guillot, célèbre reporter, est l'un des premiers à arriver à Gambais, dans la maison que Landru louait depuis 1915. C'est là qu'on le soupçonne d'avoir amené ses victimes après leur avoir offert un aller simple. Sans retour. Le journaliste raconte les premières heures de l'enquête dans le village. Personne ne soupçonne les méfaits de l'étrange Parisien qu'on dit toujours accompagné de femmes différentes. Ni les sacs de charbon qu'il transportait, ni l'épaisse fumée noire qui sortait de la cheminée n'ont éveillé les soupçons des villageois. Écoutez Jean-Claire Guillot raconter les dessous de l'article qui dévoila l'affaire au public au micro de l'émission Soyez témoins. Peut-être me jugera-t-on prétentieux ou bourreur de crâne si je déclare avoir été le premier à révéler au grand public ce qui allait devenir l'affaire Landru. Mais j'ajoute en toute bonne foi
que je le dois à un hasard réjouissant pour un vieux journaliste qui reste un souvenir typique de ma longue carrière. En avril 1919, je prenais chaque matin, à la gare Montparnasse, un train qui s'arrêtait à Versailles où j'allais professionnellement chercher les informations ou récolter quelques échos des démêlés entre les délégués français ou allemands réunis pour la préparation du traité de paix après la guerre 1914-1918. Un matin, c'était le 14 avril, j'étais installé dans mon compartiment, le train s'ébranlait déjà, lorsque la portière s'ouvrit brusquement et qu'un voyageur essoufflé se laissa tomber sur la banquette en face de moi. Je reconnus aussitôt un de mes confrères, alors collaborateur à un des grands quotidiens disparu depuis, un charmant garçon que je n'avais pas rencontré depuis longtemps. Il n'était pas du lot de ceux qui, comme moi, allaient alors quotidiennement à Versailles. Échange de confraternels compliments cordiaux, puis, ayant repris le rythme normal de son souffle, mon confrère me demanda d'un air à la fois surpris et déçu, qui ne m'échappait pas, « Vous allez à Gambais ?» Je croyais pourtant bien être le seul averti de cette mystérieuse affaire que notre correspondant local particulier vient de nous signaler. Si ce n'est pas un canard, avouez que c'est une affaire qui fera du bruit. Un geste évasif fut ma seule réponse, car j'avais déjà flairé l'aubaine d'un reportage exclusif, ou à peu près. Ma résolution était prise de ne plus lâcher mon imprudent confrère, vraisemblablement riche d'une information sensationnelle, et de négliger pour une fois Versailles, qui était d'un rendement généralement nul, que je saurais repêcher au besoin. Versailles dépassé, je me laissais aller vers l'inconnu. Comme le train stoppait en gare de Houdan, mon confrère descendit et je le suivis. Il s'inquiéta subitement lorsqu'il me vit payer le supplément pour le trajet Versailles-Houdan, car je n'avais naturellement qu'un billet jusqu'à Versailles. Il me posa alors des questions si gênantes pour moi qu'elles amenèrent l'aveu de ma rouerie. Notre vieille amitié fut, qu'il en rit de bon cœur, non sans me gratifier cordialement de quelques sévères qualificatifs courants en pareilles circonstances. Puis sans rancune, il me déclara « Maintenant, il s'agit de trouver une voiture pour aller jusqu'à Gambais. » Dans l'auto, qui sous une pluie battante fonçait dans la campagne, nous établîmes un plan pour notre enquête. Profitant d'une accalmie de la pluie, nous étions allés voir d'abord la maison du crime. C'était de ces affreux chalets de style banlieusard qui déshonorent tant de sites enchanteurs de l'Île-de-France. Un bâtiment principal d'un étage sur cave surélevé, dominé par une cheminée qui allait figurer au premier plan dans les scènes supposées de la tragédie. Au fond du petit terrain qui forme jardin, un autre modeste bâtiment, les communs. Les pièces étaient vides de meubles, mais souillées de débris de bois, de linge, de poussière de charbon. Les derniers visiteurs, les policiers venus 2 jours plus tôt pour une perquisition et le déménagement du mobilier, avaient laissé les portes ouvertes. C'était là le décor du drame qui s'y déroula durant près de 4 années. C'est en effet au cours de l'été 1915 qu'un homme élégamment mis, paraissant âgé d'une 50aine d'années, portant une barbe extraordinairement noire, qui devait rester célèbre, arrivait en automobile à Gambais, le coquet village situé aux confins de la forêt de Rambouillet, à 6 km de Houdan. Après avoir visité plusieurs maisons, l'inconnu en louait une, celle que nous venions de visiter, située à environ 200 mètres du centre du village. On apprit vite à Gambais que la maison était louée, mais sans connaître le nom du locataire. Bientôt, on se surprit de constater que les volets du pavillon demeuraient toujours clos. Pourtant, le locataire y était vu, arrivant le plus souvent en automobile, quelquefois aussi à bicyclette. Chaque fois, il était accompagné d'une femme, pas toujours la même, mais de belles femmes assuraient d'un air extasié les bons gambésiens qui les avaient vues. En 1915, une grande forte et brune, puis l'année suivante, une plus jeune très gaie, puis d'autres encore certifiaient nos informateurs bénévoles. Un jour, pour une formalité administrative, la municipalité eut à connaître l'identité du Parisien. On apprit ainsi que l'homme à la barbe noire avait répondu s'appeler Georges Dupont, ingénieur s'occupant de construction d'automobiles et habitant Paris. En janvier 1919, Georges Dupont était revenu à Gambais. Il était cette fois avec une femme grande et forte qui avait avec elle 2 petits chiens griffons. Pas plus que les autres précédemment, cette femme ne fut pas vue
quittant la maison. Comme toujours, Georges Dupont allait lui-même acheter les provisions dans le village. Le lendemain de son arrivée, l'ingénieur repartit seul. Tout cela faisait jaser, mais on concluait « ce Parisien est un original ». Un jour, la situation se compliqua. À la mairie de Gambet, on reçut des lettres de parents demandant si, sur les livres d'état civil, on avait enregistré le décès dans la commune d'une dame veuve Colomb, ancienne cuisinière, âgée de 45 ans. Puis de madame Céline Lacoste, ancienne cuisinière également, et de 2 autres femmes encore. Chose étrange, les signalements communiqués à la mairie correspondaient à ceux des femmes venues avec Georges Dupont. On précisait que ces femmes étaient allées à Gambet avec un nommé Natier, disait une famille, Cruchet, déclarait une autre, Frémiet révélait une 3e. Chaque fois, le signalement de ces individus était identique à celui de Georges Dupont, avec comme signe distinctif la barbe noire, naturellement. La police s'inquiéta. Après de longues démarches, la cadette de la dame Lacoste, une des disparues, fut un jour désignée à des inspecteurs de la sûreté, l'ingénieur qui fut filé. On découvrait ainsi que Dupont habitait à Paris, 76 rue Rochechouart, et dans les archives judiciaires, on retrouva une fiche le concernant, car de différents parquets de province, on avait lancé contre lui des plaintes pour abus de confiance pendant des ventes d'automobiles. L'identité de cet étrange individu était réellement André Désiré Landru, dit Émile ou Georges Dupont, qui avait été arrêté et condamné à 3 ans de prison. Il n'y avait donc pas de ménagements à prendre, et Landru, dit Dupont, Natier, Cruchet, Frémier, fut arrêté à son domicile où il habitait alors avec une jeune femme. On le conduisit dans la maison de Gambet pour une perquisition. On y découvrit un inimaginable désordre, des meubles pêle-mêle, du linge de femme, des vêtements, des étuis de revolver, des douilles de cartouches, un fusil. Des malles, dont l'une aux initiales C.L., n'est-ce pas celle de Cécile Lacoste, demandèrent les policiers. De plus, cette malle venait de Bayonne, le pays de la disparue. À cette question gênante pour lui, Landru répondit « Cherchez, j'en sais rien ». Puis, découverte troublante, on trouva sous un tas de feuilles mortes dans le jardin les cadavres des 2 petits griffons amenés par la femme venue à Gambet 3 mois plus tôt, en janvier. « Je les ai tués sur la demande de cette dame, dit Landru. Au cours de ma rapide enquête à Gambet, la déclaration d'un imputant m'avait frappé. L'épaisse fumée noire qui sortait de la cheminée, longtemps même après le départ du locataire du pavillon. Et ce détail encore, l'ingénieur apportait souvent dans ce auto d'énormes sacs de charbon dont on n'avait pas trouvé trace. Alors, l'assassin brûlait ses victimes. C'est l'hypothèse qui prévalut pour expliquer la disparition, au moins partielle, des cadavres des malheureuses femmes qui avaient été brûlées dans un gros fourneau dit cuisinière. C'est encore le jour de mon enquête imprévue sur les découvertes macabres faites à Gambet que je vis Landru alors qu'il sortait du cabinet du juge d'instruction. Il ne me parut pas très grand, mais râblé, large calvitie, yeux noirs étrangement perçants sous d'épais sourcils, et puis cette barbe soigneusement taillée et débordant en carré sur le haut de la poitrine. Mais dites-moi, puisque vous avez été à Gambet, que vous avez parlé avec les habitants de ce petit village, lesquels vous ont dit avoir vu, par exemple, Landru venant faire ses provisions lorsqu'il était, est-ce qu'ils vous ont donné des détails sur les conversations qu'ils avaient avec Landru ou... Non, je vous dirais que j'ai eu l'impression que Landru parlait peu. Il ne donnait pas d'explication sur ses départs, ses arrivées, il ne disait rien. Écoutez, monsieur, il n'avait pas à en donner. Je sais pas, il vivait là un peu à l'écart. Vous savez, comme sont les paysans, ils payaient ce qu'ils achetaient. Il y avait des choses qui étonnaient les paysans, mais ils n'en disaient rien. Il ne posait pas de questions. Il ne posait pas de questions, il n'avait pas eu l'idée, personne, pas plus eux que les autres, de suspecter ce qui se passait dans cette maison un peu isolée du village. Non, mais sans suspecter, ils auraient pu en effet se poser des questions. Ils se les posaient sans doute. Puisqu'ils voyaient arriver les femmes avec Landru,
ils auraient pu s'étonner de ne pas les voir C'est repartir ça qui est avec lui. extraordinaire. Oui, c'est curieux. Affaire Landru, épisode 4. Au cœur du procès. Alors que la presse se saisit du dossier, l'instruction de l'affaire est interminable. Les carnets de Landru récupérés lors de la perquisition fourmillent d'informations sur ses victimes et ses méfaits. Ils permettent de remonter le fil d'une dizaine de disparitions et constituent les principales pièces à conviction d'un procès au retentissement national. Après 2 ans et demi d'enquête, le procès se tient en novembre 1921. Il est suivi par le tout Paris, et les journalistes et dessinateurs sont présents par dizaines. André Galland, que vous allez entendre, a assisté à toutes les audiences en qualité de dessinateur de presse pour le Petit Journal, un quotidien parisien conservateur, aujourd'hui disparu. Grâce à son récit truculent, vous allez découvrir l'atmosphère surréaliste de ce procès d'assises hors du commun. Des pièces à conviction les plus extravagantes, aux saillies sarcastiques de Landru à l'égard de la cour, plongé dans l'incroyable procès Landru. Monsieur André Galland, qui est dessinateur et qui était déjà dessinateur au moment du procès Landru, a bien voulu nous apporter son témoignage. Alors, cher monsieur, je vais vous demander vos souvenirs. C'était d'autant mieux mon rappel, c'était mon début. C'était le premier reportage que je faisais pour le Petit Journal. Et vous avez suivi toutes les audiences? Et j'ai suivi toutes les audiences. J'ai eu plusieurs camarades qui ont fait autant, entre autres mon camarade Berings, qui est toujours en exercice, comme moi, et dont, qui vient moins souvent, mais enfin tout de même, et il y avait ensuite tous ceux qui ont disparu, hélas, depuis. Nous étions une vingtaine, une quinzaine de dessinateurs, une vingtaine qui sont venus presque régulièrement, assis bien sagement sur des petits sièges bas devant les jurés. Et nous avons fait notre Landru presque tous les jours avec tous les témoins, et Dieu sait s'il y en avait des témoins. Pour 11 affaires, c'était considérable. Oui, c'est pourquoi nous n'essaierons pas de reconstituer l'ensemble de l'affaire. Ce qui nous intéresse, c'est de cerner le personnage même. Le personnage était extrêmement curieux. C'était un bonhomme chauve, avec une belle barbe bien soignée, un nez pointu qu'on l'appelait le renard. Il arrivait là très soigné, avec un par-dessus mastic, un petit chapeau melon. Il saluait très poliment en entrant toute la salle. Et à partir de ce moment-là, il était le monsieur chez lui, tranquille, qui n'a jamais rien fait dans ce ordre d'idée-là. Il n'était pas avec nous. Et alors, quand on le questionnait, il sortait de ses petits papiers en disant « Mais moi, je ne sais pas ce que vous voulez dire. » C'est charmant, n'est-ce pas? Quand le président lui disait la fameuse phrase « Mais alors, Landru, voyons, cette femme est partie avec vous, vous avez pris un billet d'aller-retour et un billet d'aller simple. On l'a vu avec vous arriver. Vous êtes reparti seul 2 jours après. Qu'en avez-vous fait ?» Là-dessus, il levait son doigt, c'est là où nous l'avons dessiné combien de fois. Levait son doigt d'un air doctoral en disant « Monsieur le Président, c'est le mur de la vie privée. » C'était absolument... Alors, à la fin, le président Gilbert, qui était d'ailleurs un homme charmant, et disait, bien trop bon, disait « Oui, je sais, le mur. » C'était assez drôle. Maintenant, au point de vue pittoresque de la salle, on n'a jamais vu ce que nous avons pu voir depuis, car Dieu sait si j'ai fait des audiences et des reportages en tribunal depuis. Je n'ai jamais vu ça. Le prétoire était à la fin encombré jusque... les gens s'asseyaient par terre. On a vu toute la Comédie Française assise par terre. Chevalier, Bistinguette, etc. Et les gens ne s'en allaient pas, saucissonnaient là, de peur de perdre leur place. Et il y avait le photographe du Parisien qui mettait ses lampes, les lampes qu'il voulait, pour pouvoir photographier. Il n'y avait pas de flash à ce moment-là. Comme il voulait. On était chez soi, en un mot. Et les dessinateurs travaillaient comme chez eux. Il y en avait même un, Louis Maltès, qui avait apporté un chevalet. Ça veut dire que c'était... Et il fixait avec son appareil. Alors, c'était vraiment pittoresque, je vous assure. Et alors, surtout qu'il y avait là les pièces à conviction, n'est-ce pas? Et chaque fois, ça changeait, bien entendu. Oui, avec chaque femme, il y avait... Chaque femme, il y avait évidemment les fausses perruques et puis les épingles à cheveux qu'on avait retrouvées, mais il y avait aussi une salle à manger en rideau entière. On apportait là, n'est-ce pas? Il y avait de tout. C'était effarant, n'est-ce pas? C'est tout juste qu'il n'y avait pas le squelette du petit chien qu'on avait déterré. Alors, c'était vraiment pittoresque. Je ne vous cache pas que pour un dessinateur, c'était vraiment le rêve. On n'a jamais fait mieux.
Affaire Landru, épisode 5. Les os de la cuisinière. Les témoins se succèdent à la barre. Le doute plane sur l'audience, mais Landru est bientôt confronté à la macabre découverte qu'ont faite les policiers en perquisitionnant sa maison de Gambet. Des ossements et fragments calcinés dans les cendres. Des restes humains qu'on pense avoir été brûlés dans sa petite cuisinière. À la barre, le docteur Paul, expert scientifique de l'enquête, nous livre les conclusions de son analyse et confond plus que jamais Landru. Écoutez une reconstitution fidèle de son témoignage diffusée dans l'émission En votre âme et conscience en mars 1957. Vous jurez de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Docteur, vous avez été commis à l'expertise des cendres et des fragments de squelettes découverts à Gambet. Voulez-vous faire connaître à messieurs les jurés les conclusions de votre rapport? C'est le 29 avril 1919 que j'ai été appelé à me rendre à Gambet. Les enquêteurs avaient découvert dans la cour 3 cadavres de chiens, mais ils étaient dans un tel état de putréfaction qu'il était impossible de pratiquer une autopsie. Ce n'était d'ailleurs pas nécessaire, car ils avaient encore autour du cou des cordes si fortement serrées que la mort par strangulation était aisée à diagnostiquer. Je voudrais poser une question au témoin. Le jour où le témoin s'est rendu à Gambet, Landru était-il présent? Non. Il faut que messieurs les jurés sachent dans quelles conditions irrégulières on a perquisitionné à Gambet. Le jour où le docteur Paul a été invité à se rendre à Gambet, Landru n'y était pas. Or, lors d'une première perquisition, qui avait eu lieu 15 jours plus tôt, en présence de l'accusé, on n'avait rien trouvé de suspect, en dehors des cadavres des 3 chiens que Landru ne se cache pas d'avoir tués. Mais ce qui est encore plus grave, c'est qu'entre la première et la seconde perquisition, on a attendu plus de 10 jours avant d'apposer les scellés sur la villa. C'est pourquoi, pour ma part, je me refuse à ce qu'une discussion s'engage entre l'accusateur et l'accusé sur des découvertes qui ont été faites en dehors de sa présence. Et alors qu'on n'avait rien trouvé, je le répète, lors d'une première perquisition, régulière et contradictoire, celle-là, et alors qu'aucun scellé n'a été apposé à temps. Voyons, maître, la perquisition dont vous parlez a été faite en présence de 3 experts. Vous ne soupçonnez pas, j'imagine, l'accusation d'avoir elle-même fait apporter, en l'absence de Landru, des ossements humains. Je ne suppose rien, monsieur le président. Je constate simplement des irrégularités extrêmement graves, qui pourraient ouvrir la porte à toutes les suppositions. Je suis bien obligé de prendre acte que c'est lorsque 150 personnes ont pu aller visiter la villa, entre le 13 et le 25 avril, qu'on s'est décidé d'aller apposer les scellés. C'est tout ce que j'avais à dire, monsieur le président. Veuillez poursuivre votre disposition, docteur. En dehors des 3 cadavres de chiens, voulez-vous expliquer d'abord à messieurs les jurés comment se présentaient les découvertes faites à Gambet le 29 avril? Notre attention fut d'abord attirée par un tas de cendres assez volumineux qui se trouvait sous un petit hangar. Des fragments blanchâtres en émergeaient et je me souviens que le commissaire Dantu, en ramassant un pour me le donner, me dit tout de suite « On dirait un os ». Ce fragment était d'ailleurs si caractéristique que j'ai tout de suite vu qu'il s'agissait d'un os de crâne humain. J'ai fait alors rassembler le plus grand nombre possible de ces fragments et je n'ai eu aucun mal à constater qu'ils avaient tous subi l'atteinte du feu. Ils étaient littéralement calcinés. Comment pensez-vous qu'ils avaient pu être ainsi calcinés? Eh bien, nous avons regardé tout de suite dans les cheminées de la villa, il n'y avait aucune trace suspecte. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous avons songé à la cuisinière qui est là. En la vidant soigneusement, nous avons trouvé 2 fragments assez importants. L'un, je me souviens, dans le tiroir du cendrier, l'autre sur la grille du foyer. C'étaient des fragments du premier métacarpien gauche. D'après le nombre et la nature des fragments qui ont été retrouvés, à combien estimez-vous, docteur, le nombre des cadavres qui ont été ainsi brûlés? Je vous dirais que le problème qui nous était ainsi posé consistait en un véritable jeu de patience. Songez que nous avons dénombré 295 fragments.
Il s'agissait de recoller les uns aux autres les débris que nous avions pour en faire un tout. Sans l'inlassable minutie de mon collègue, le professeur Anthony du Muséum d'histoire naturelle, nous n'en serions pas venus à bout. Il nous a fallu plus de 2 mois pour arriver à la conclusion que nous étions en présence de 3 cadavres. Comment êtes-vous parvenu à ce chiffre de 3? Oh, la démonstration est facile. Dans un squelette, il y a des pièces uniques. Prenons l'oreille, par exemple. La partie très forte et très dure de l'os temporal qui renferme l'oreille interne s'appelle le rocher. Or, nous avons trouvé 6 rochers, l'homme n'ayant que 2 oreilles. Dans l'état actuel de la science, peut-on déduire à partir de semblables éléments des caractéristiques comme l'âge de la victime, son sexe? Non, dans le cas qui nous occupe, il n'y avait aucune possibilité de précision de ce genre. L'os du bassin est le seul qui permette d'indiquer à coup sûr le sexe du squelette. Or, nous n'en avions pas. En revanche, la petitesse de certaines dents que nous avons retrouvées ont donné à penser au docteur Sauvez de l'école dentaire qui les a examinés que l'un des squelettes au moins devait être celui d'une femme. Je voudrais demander au témoin s'il est possible, selon lui, de faire brûler des cadavres entiers dans une cuisinière comme celle-ci. À condition de les avoir dépecés avant. Oui. Des affaires précédentes, l'affaire Pell par exemple, l'ont prouvé. La tête, les membres, les pieds et les mains brûlent très facilement. Un pied disparaît en 50 minutes. Une moitié de crâne débarrassée de son cerveau en 35 minutes. Une tête complète avec le cerveau, les cheveux, la langue disparaît en moins de 1h40. Si les cadavres ont été dépecés, le témoin peut-il m'expliquer que l'on n'ait pas découvert de traces de sang dans la villa? C'est très facile, maître. Il suffit de laver après le dépeçage. Dans l'affaire du sommelier Burger qui avait avoué avoir dépecé le corps du mari de sa maîtresse, on n'avait trouvé non plus aucune trace de sang. Selon vous, docteur, de quel instrument s'est-on servi pour fragmenter les squelettes? Eh bien, c'est difficile à dire. Tout ce que je peux dire, c'est que les sections ne correspondaient qu'à un but de destruction. Ce qui écarte l'hypothèse que ces fragments pouvaient provenir de pièces anatomiques comme on en utilise dans les laboratoires. Affaire Landru, épisode 6. Le témoignage d'une rescapée. Il y a tout de même une femme qui aurait pu trouver des os suspects dans la cuisinière. Cette femme est celle qui se trouvait aux côtés de Landru lorsqu'il fut arrêté, Fernande Segré. Et pour certains, le fait qu'elle soit allée plusieurs fois à Gambais et qu'elle en soit revenue pose question. Artiste lyrique, elle a été la dernière maîtresse de Landru. Il semble qu'il l'ait véritablement aimée et n'ait jamais envisagé de la supprimer. Son témoignage fut un moment particulier du procès, révélant le modus operandi de l'accusé, mais peut-être aussi sa part d'humanité. Pour l'avocat de la défense, maître Vincent de Moreau-Giaferi, il aurait pu, à lui seul, déstabiliser l'issue du procès. Écoutez l'intervention de ce témoin clé de la défense au tribunal, une reconstitution réalisée à partir de la transcription des minutes du procès. Nous vous écoutons, mademoiselle. Depuis quand connaissez-vous l'accusé? C'est par hasard que j'ai fait sa connaissance. En mai 1917, il m'a cédé sa place dans le tram. Il m'a parlé, nous sommes descendus ensemble. Il m'a demandé de le revoir. J'avoue que je le trouvais bien élevé. Nous nous sommes revus dans un café de l'Étoile. Ensuite, il m'a emmené faire une promenade en canot sur le lac du Bois de Boulogne. Sous quel nom s'était-il présenté à vous? Il m'avait dit qu'il s'appelait Lucien Frémiet et qu'il était ingénieur. Mais plus tard, n'a-t-il pas été question d'un mariage entre vous? Si, monsieur le président. J'y venais. Dans les premiers temps, mon intention bien arrêtée était de rester pour lui
Une camarade, rien de plus. D'ailleurs, il n'y eut alors entre nous aucun mot, aucun geste qui peut me faire supposer qu'un jour je serai pour lui plus qu'une camarade. Comment êtes-vous devenus fiancés? C'est au mois de juillet 1917, il y avait déjà 3 mois que nous nous connaissions, que M. Frémiet me fit part de son désir de m'avoir plus près de lui. Il me parla d'un mariage. J'avoue que j'avais à l'époque de gros griefs contre un premier fiancé qui m'avait un peu délaissé, mais avec qui je n'avais pas complètement rompu. J'ai réfléchi quelques jours. C'est après ces quelques jours de réflexion que j'ai cédé à l'accusé. Avez-vous présenté Landru à votre famille? Oui, à ma mère. Il désirait que le mariage ait lieu le plus tôt possible. Je n'avais pas un sou, mais lui annonçait 50 000 francs et des dommages de guerre. Quel prétexte inventera Landru par la suite pour retarder la date de la cérémonie? La première fois, il prétendit que ses papiers avaient été perdus pendant l'occupation et que ça prendrait beaucoup de temps pour obtenir les certificats nécessaires. C'était en janvier 1918. En attendant, j'étais allée habiter avec lui rue Rochechouart. Est-ce là que les fiançailles eurent lieu? Oui, au mois de mai. Il avait bien fait les choses. Le soir, il m'emmena à l'Opéra Comique. C'est en sortant qu'il m'offrit ma bague de fiançailles. Que se passa-t-il ensuite? On attendait toujours les papiers. Quand l'armistice a été signé, il me dit « La guerre a fini trop vite pour moi. » Cela me fit une étrange impression. Que voulait-il dire? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Oh, j'étouffe. J'étouffe, je n'en peux plus. Ici, apportez une chaise. Vous sentez-vous mieux? Voulez-vous que nous suspendions l'audience un moment? Non. Merci, Monsieur le Président. Cela va aller mieux. Voilà comment, le lendemain, il m'expliqua la phrase qui m'avait tant choquée. Il me dit, Fernande, la guerre est finie, les soldats vont rentrer. Votre fiancé aussi. La jeunesse appelle la jeunesse, moi je vais m'effacer. Mais quand mon fiancé est effectivement rentré, Landru s'est jeté à mes genoux pour me supplier d'oublier ce qu'il m'avait dit et de rester près de lui. Vous lui avez obéi. Entre le jeune homme inexpérimenté qui rentrait du front et l'homme sérieux qui était Landru, vous avez opté pour l'homme sérieux. Oui, monsieur. Vous étiez avec lui quand on l'a arrêté? Oui. C'est moi qui ai ouvert la porte. Il était encore au lit. Je voudrais poser une question au témoin, Monsieur le Président. Parlez, maître. Le témoin a-t-il été à Gambet? Oui, plusieurs fois. Combien de fois? 7 ou 8, peut-être. Le témoin peut-il faire part à messieurs les jurés de son impression à ce sujet? Mon impression était excellente. La seule chose qui m'étonnait était que la villa n'était presque pas meublée. Landru disait que c'était suffisant pour un pied-à-terre. Le témoin n'a pas eu d'autres impressions? Non. J'aimais la tranquillité de ce lieu. Pendant les séjours du témoin à Gambet, déjeunait-il avec Landru dans la villa? Oui, Qui préparait les repas? c'est moi. Sur la cuisinière qui est là. Et y avait-il dans cette cuisinière des cendres? Y avait-il dans ces cendres des objets suspects? Des ossements, par exemple? Maître, si j'avais vu quelque chose, je l'aurais dit. Je remuais la cendre, j'allumais mon feu. Je n'ai jamais rien remarqué. Voilà le procès. Messieurs, quand le témoin se rendait à Gambet, lorsqu'elle y a fait la cuisine, Landru, d'après l'accusation, avait déjà consommé son dernier assassinat. Or, il n'y avait pas d'ossements dans la cuisinière. Monsieur l'avocat général, si vous n'avez plus la ressource de soutenir la thèse de l'incinération des victimes, que vous reste-t-il? Affaire Landru, épisode 7. Les derniers moments du procès.
Pendant le procès, Fernande Segret s'est rapprochée d'un certain Roger Lafont. Ce jeune dessinateur de presse suivait le procès pour plusieurs revues américaines, signe du retentissement international de l'affaire. Ils sont sortis ensemble plusieurs fois et elle s'est confiée, profondément choquée et convaincue de l'innocence de Landru. 35 ans après les faits, dans l'émission Soyez témoins, Roger Lafont raconte. Écoutez le récit de ces échanges parfois étonnamment intimes avec Fernande Segret. Roger Lafont partage également ses impressions sur le pouvoir de séduction de Landru et sur l'attitude des plus déroutantes de l'accusé dans les derniers moments du procès. Nous allons recevoir, j'allais dire une déposition, le témoignage de monsieur Roger Lafont, qui est dessinateur et qui était aux audiences du procès Landru à titre professionnel. Oui, parfaitement. J'ai suivi toutes les audiences. À cette époque-là, je débutais comme dessinateur. C'est Dion qui m'avait demandé de venir avec lui, car nous étions très liés. Et j'ai dessiné pour des journaux américains, entre autres pour Paris Review, en fait, etc. Vous avez évidemment vu très souvent et dessiné, vous vous rappelez le visage de Landru. Comment était-il? Eh bien, un peu inquiétant, mais surtout un peu fouinard, comme une fouine. Et généralement, pour regarder les gens, il baissait toujours ses lunettes sur le bout de son nez pour regarder en dessus. C'est ça qui lui donnait un regard un peu trouble, comprenez-vous. Et il n'était pas aussi distingué qu'on veut bien le croire, mais il était surtout très soigné de sa personne, n'est-ce pas? Une belle barbe, complètement chauve. Je dois dire que M. Lafont, s'il ne nous a pas apporté ses dessins, nous a apporté des photos prises à l'audience, et je constate que sur cette photo de Landru, il y a sa signature. C'est lui qui... Mais Landru était tellement persuadé les derniers jours qu'il serait acquitté, qu'il m'avait fait demander par maître de Moreau de Giaferi quelques dessins pour les garder en souvenir, et pour me remercier, Landru m'avait fait parvenir par Moreau de Giaferi sa signature sur une des photos d'audience. Et à côté de la photo de Landru, je vois la photo de madame ou de mademoiselle Segret, Fernande Segret, qui est, je le rappelle, la femme qui était avec lui quand on l'a arrêté, c'est-à-dire celle qui a échappé à la mort. Et je vois qu'elle vous a aussi dédicacé... Bon, c'est sa dernière fiancée, celle-là m'avait aussi demandé quelques dessins. Vous savez qu'on se donnait très facilement des dessins là-bas entre soi. Et Fernande Segret m'avait donné sa signature. Ce qui est amusant, c'est qu'elle, non seulement a été épargnée, mais Landru l'adorait. Elle m'a même donné, car je suis sorti avec elle 2 ou 3 fois avec un de mes amis qui voulait la faire engager dans un petit théâtre, n'est-ce pas? Et elle nous avait donné quelques précisions un peu tout à fait troublantes. C'est que Landru, lorsqu'il avait le désir de l'honorer, ne faisait pas ça toujours comme tout le monde. Il décidait que ça se passerait à 3h30 du matin, par exemple. Et il mettait un réveil, et c'est lorsqu'à 3h30, juste le réveil sonnait, qu'il pouvait honorer madame. Honorer madame. C'est intéressant, ça. Ça vous met bien en train, un truc comme ça. Cette femme, Fernande Segret, qui vous a raconté cela, n'en était pas choquée. Ah, toujours extrêmement étonné. Mais comme il se dit, mais n'est-ce pas, c'est le seul effet que ça lui faisait. Landru, n'est-ce pas, la dominait d'une façon absolument extraordinaire. Ah. Pour lui, c'était un garçon qui devait être très riche, qui était ingénieur, qui aurait pu aller l'emmener dans des pays étrangers. Enfin, elle avait un très gros espoir sur Landru, n'est-ce pas? Le comtesse s'est fait épouser d'abord. Et alors, quand elle a dû vous faire tout de même quelques confidences, quand on est venu, car c'est chez elle qu'on est venu arrêter Landru, quelle a été son impression? Enfin, ça a dû être extraordinaire. Ah, ça, elle ne vous l'a pas dit. Elle a été un peu suffoquée, n'est-ce pas? Mais tout ceci, elle a toujours été tellement bouleversée de cette aventure qu'après tout, elle ne savait plus ce qu'il fallait en croire ou pas. Elle croyait à la culpabilité de Landru ou non? Non, elle n'y croyait pas à la culpabilité de Landru. Elle a toujours cru à son non, après, elle a bien été obligée. Mais elle ne pouvait pas penser qu'une chose pareille, elle n'avait jamais rien vu d'extraordinaire lorsqu'elle avait même été à Gambais, comprenez-vous, même en se promenant. Car il l'a emmenée à Gambais? Il l'a emmenée à Gambais, oui. Et alors, mais elle n'a rien vu, mais il ne s'est rien produit du tout. Elle allait et venait, il n'y a rien du tout. C'est ça, donc il les emmenait quelquefois à Gambais, il ne les tuait pas toujours la première fois. Il les emmenait à l'essai. Oui. Nous ne pouvons pas savoir, mais enfin tout de même, s'il n'y avait pas eu son petit calepin,
et puis son tas de cendres, qui était assez considérable, dans lequel on a trouvé non seulement des morceaux de jartelle, mais enfin des dents et des morceaux de doigts. Sans ça, jamais il n'aurait été condamné. Toute la combinaison de Landru consistait à amener que les femmes à venir avec lui permettre d'apporter ses meubles, d'apporter ses actions, d'enlever du Lyonnais le petit peu d'argent qu'elle avait, et une fois qu'elles étaient là-bas, elles disparaissaient. Ouais. Maintenant, on nous a dit qu'on l'avait brûlé, c'est très probable, mais ce qu'il y a de fantastique, c'est de penser qu'il avait pu brûler tant de corps dans une cuisinière si petite. Avez-vous le sentiment qu'il exerçait une action hypnotique sur les femmes? Il avait certainement un regard très curieux, inquisiteur, mais pas dangereux à mon point de vue, n'est-ce pas? Un peu... Parce que je me rappelle qu'on a dit à l'époque... Il avait les yeux très enfoncés, n'est-ce pas, dans l'orbite. Et c'est pas une raison. les yeux et les sourcils très noirs. Mais enfin, je ne crois pas qu'il devait avoir une influence hypnotique sur les femmes. Je crois qu'elle n'aimait que s'entendre dire des choses agréables, de leur promettre un tas de choses et de leur dire qu'on allait refaire une vie merveilleuse entre eux, n'est-ce pas? Et puis la villa de Gambet devait les... Et puis il y avait tout de même une villa, il y avait une camionnette, il y avait... différentes petites choses. La petite maison à la campagne dont rêvent tous les Français. Il était extrêmement cruel parce que il y avait eu 2 petits chiens et il les avait pendus. Il avait lui-même avoué les avoir pendus, ce qui est déjà une chose très péjorative chez lui. Quelque chose d'une cruauté. Tu demandes! C'est là où je me demande d'ailleurs si le petit calepin n'est pas un aide-mémoire tellement nécessaire, même pour quelqu'un qui a beaucoup d'ordre, et si au contraire il ne le relisait pas de temps en temps avec plaisir. Oui, mais il marquait toutes ses dépenses, même à quelques francs près, n'est-ce pas? Et aussi ses recettes, par contre. Et ses recettes aussi, bien entendu, qui étaient du reste extrêmement faibles, car il a fait ça pour presque rien. C'est toujours comme ça, les crimes, d'ailleurs. Mais comment expliquait-il ce carnet? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il disait? À l'audience. Il a dit, c'est toujours retranché aussi derrière le mur de la vie oui, privée, vrai, ne voulant jamais dire qu'il n'a jamais voulu compromettre aucune femme, n'est-ce pas, et qu'il n'était pas obligé de dire comment elle était rentrée, comment elle était repartie. Ouais. Il dit, prouvez-le-moi, je n'ai rien fait de mal. Mais véritablement, même une partie de la salle se demandait à un moment donné, surtout les derniers jours, dans les dernières heures, était persuadé que probablement il se ferait acquitter. La plaidoirie de Moreau de Giaferi avait été tellement extraordinaire qu'elle avait retourné. Oui. Vous savez que celui qui parle le dernier a souvent raison, n'est-ce pas? Et Maître de Moreau de Giaferi était un type prodigieux. Et quelle était l'attitude de Landru pendant la plaidoirie? Ah, mais très calme, absolument calme, comme un garçon qui écoute tranquillement. Comme si ça ne le concernait pas. Comme ça ne le concernait pas, c'est ça. Et pendant le réquisitoire et la partie civile? Mais il n'a jamais été ému. Monsieur Lafont, merci infiniment d'être venu. Podcast. Affaire Landru. Épisode 8. Landru sur l'échafaud. Le procès d'Henri Désiré Landru s'achève le 30 novembre 1921, après 3 semaines d'audience. S'il a reconnu avoir escroqué et volé ses victimes, Landru a toujours nié les avoir assassinés. La brillante plaidoirie de son avocat, maître Vincent de Moreau-Giaferi, qui tenta d'instiller le doute dans les esprits, ne sauvera pas la vie de son client. Celui que l'on surnomme le Barbe-Bleue de Gambet est condamné à la peine capitale pour l'assassinat de 10 femmes et un adolescent, fils de l'une de ses victimes également disparue. Henri Désiré Landru est guillotiné le 25 février 1922 à la prison Saint-Pierre de Versailles à 6h05 du matin, après que le président de la République, Alexandre Millerand, ait rejeté son recours en grâce. Son châtiment, comme son procès, attira de nombreux curieux. Parmi les témoins autorisés se trouvait Michel-Georges Michel. Il couvrait l'événement pour le journal illustré L'Excelsior. Nous sommes en 1956, dans l'émission Soyez témoins. Il raconte avec précision ce petit matin où Landru perdit la tête. Vous avez assisté à l'exécution? Ah, j'ai assisté à l'exécution. Il y avait d'ailleurs un barrage de cavalerie qui a arrêté tout. Et derrière ce barrage de cavalerie, une assez grande quantité d'automobiles qui donnaient de tous leurs phares
ce qui crée une sorte de fantasmagorie, presque de fête. On a fait éteindre ses phares quand on a monté la guillotine, et je me rappelle, entre les deux montants, il y avait une affiche de cinéma avec ce titre, « Le dernier baiser ». Nous avons attendu tous les journalistes qui étaient là, j'étais là pour Excelsior, dans un petit cabaret qui se trouve juste en face de la prison, et il y avait très peu de monde vraiment autour de la guillotine même. Il y a un jeune ecclésiastique qui avait fait la guerre, qui était très décidé, qui semblait être une sorte de maître de cérémonie, des blairs qui se promenaient les mains derrière le dos. Il n'y avait pas eu d'exécution depuis plus de 20 ans à Versailles, sauf 7 depuis 1913 et les samedis. Alors, on a fait taire tout le monde, et quand la porte s'est ouverte de la prison, après une très très longue attente, nous avons vu Landru, avec un affreux buste décolleté jusqu'au sein, comme de cire, et une tête presque guignolesque, avec la barbe très noire, le crâne très rouge, et quand elle est tombée véritablement comme une tête de bois. Entre la prison et la guillotine, il a regardé à droite, à gauche. En secouant la tête, il a eu l'air de dire « Ah, vous y êtes arrivé, vous m'avez eu, oui, oui ». Alors, nous sommes revenus avec Giaferi, qui était extrêmement ému. Il nous disait, comme disaient les gardiens, c'était un homme très agréable, mais oui, très agréable. Quelques-uns le prenaient pour une manière de saint. Moi, j'en pleure presque, regardez mes yeux. Mais j'en ai ma claque et je m'en vais. Votre impression sur Landru, est-ce qu'il y avait une différence considérable entre le début et la fin, par exemple? Non, c'était un bonhomme en bois. Un bonhomme. Il me faisait l'effet d'un homme en bois, sans émotion, là, de temps en temps regardant, d'un air un peu sournois. Merci infiniment, Michel Georges Muffet. Affaire Landru, épisode 9. Une pièce à conviction posthume. La légende raconte que Landru, au pied de l'échafaud, aurait répondu à son avocat, maître Moreau Giaferi, qui lui demandait si oui ou non il avait tué ses femmes. « Cela, maître, c'est mon petit bagage. » Mais comme vous allez le découvrir dans cet épisode, le premier des serial killers français a bien laissé une dernière pièce au dossier. C'est ce que nous raconte en 1986 l'historien Alain Decaux dans son émission La Tribune de l'Histoire. Un matin de mai 1984, Robert Badinter, qui était alors garde des Sceaux, l'avait appelé pour lui confier la découverte d'un mystérieux dessin signé de la main de Landru. Avec son talent de conteur, Alain Decaux nous dévoile ce rebondissement inattendu. C'est le 24 février 1922 que Landru fut guillotiné. Il n'avait toujours pas avoué. Il aura fallu attendre 62 ans. Et voici que Henri-Désiré Landru, par-delà la tombe, va proférer enfin devant nous ses aveux, auxquels de son vivant il s'était refusé si obstinément. Et je suis obligé, pardonnez-moi, de me mettre moi-même en scène. Un matin du mois de mai 1984, on m'appelle au téléphone. Au bout du fil, maître Robert Badinter. Ma surprise est d'autant plus grande que je n'ai pas l'honneur de connaître le garde des Sceaux. Comment pouvais-je prévoir que c'est du sire de Gambé qu'il veut m'entretenir? Il m'annonce en effet qu'un document vient de parvenir entre ses mains. Il s'agit d'un dessin fait par Landru lui-même. Et l'inscription qui se trouve au dos de ce dessin contient enfin les aveux tant attendus de Landru. Ce dessin, Landru l'a confié au collaborateur de maître de Moreau Giaferi, maître Naver Dutreuil. Il s'agit bien en effet d'un dessin, je l'ai sous les yeux. Il est tracé au crayon, repassé à l'encre noire avec une plume sergent-major. Il représente la fameuse cuisine de Gambé et la non moins célèbre cuisinière, tout cela minutieusement retracé de mémoire. C'est au dos que figure le stupéfiant aveu. Landru a écrit au crayon « Ce n'est pas le mur derrière lequel il se passe quelque chose, mais bien la cuisinière dans laquelle on a brûlé quelque chose. » Brûlé est souligné 3 fois.
Le tout est signé et daté de Versailles le 8 octobre 1921. Il faut se souvenir de l'hypothèse formulée par certains qui se refusaient à admettre que les corps eussent été brûlés dans une cuisinière si exiguë. Ils soutenaient que les corps avaient été incinérés dans un hangar situé derrière le mur de la maison. Landru tenait à mettre les choses au point. En remettant le dessin et l'inscription à son avocat, Landru avait déclaré « Si je suis condamné et exécuté, laissez passer quelques années et vous pourrez en faire état. Si je ne suis pas exécuté, effacez le texte. » D'où l'usage du crayon. Il fallait donc que Landru adresse un dernier clin d'œil à la postérité. Bien digne de lui, ce clin d'œil. N'est-ce pas le même Landru qui avait, quelques minutes avant sa mort, refusé le verre de rhum et la cigarette qu'on lui proposait? Tranquillement, il avait déclaré « Vous savez que je n'ai jamais été buveur ni fumeur. C'est mauvais pour la santé. » Affaire Landru. Épilogue. Depuis l'exécution de Landru en 1922, les historiens et les psychologues ne cessent de s'intéresser à l'affaire. En 1994, Pierre Darmon, historien et spécialiste de l'histoire de la médecine, tentait une nouvelle fois de lever le voile sur la personnalité complexe de Landru, en menant une véritable enquête à travers les archives de l'affaire. Dossier de l'instruction, archives de la préfecture de police et rapports de médecine légale. Invité dans l'émission d'Alain Decaux, il nous livre ses conclusions sur le profilage de Landru et éclaire les différentes facettes de ce roi de l'illusion. Alors évidemment, j'imagine quand vous êtes plongé dans ces cartons qui sont maintenant aux archives des Yvelines, j'imagine que le personnage a dû vous apparaître encore plus présent parce qu'au milieu de ces interrogatoires dont vous aviez le libellé, au milieu du réquisitoire, de tout ça, sa présence a dû s'imposer énormément. Est-ce que je vois juste? Absolument, il prend un relief extraordinaire. Vous savez, c'est une chose que de voir un personnage dans les imprimés, c'en est une autre que de le voir à travers des archives qui restituent la réalité. Et cette réalité, justement, nous avons intitulé l'émission « Qui était Landru ?» Alors finalement, si je vous pose directement la question, qui était Landru? Alors écoutez, en deux mots, Landru était un illusionniste, un magicien, un marchand de rêves. Au fond, toute sa vie d'escroc, qui remonte à 1900, et consiste à vendre des rêves. Alors pendant 10-12 ans, il a fait de l'escroquerie au cautionnement. C'est-à-dire qu'il recrutait pour des emplois fictifs de malheureux pigeons qui versaient un cautionnement. Et Landru leur faisait miroiter une situation exceptionnelle. Alors, il versait un salaire pendant 1-2 mois et puis il s'éclipsait avec l'argent du cautionnement. Il faisait cela avec plusieurs dizaines de pigeons. Bien. Curieusement, la première escroquerie du jeune Stavisky était une escroquerie au cautionnement. C'était monnaie courante à l'époque. C'était une forme d'escroquerie banale. Malheureusement, pour les escrocs, les dupes portaient plainte. Oui. Bien. Il a été condamné une fois. Il a été condamné plusieurs fois. Il a fait 4 ans de prison et encore il a été condamné à 8 ou 10 ans de prison. Il en a fait 4. Bien. Et il était condamné à la relégation lorsqu'il a été arrêté. Et dans ses précédents procès, il avait toujours autant de drôlerie, si j'ose dire, autant d'esprit. C'était un homme qui avait beaucoup d'esprit, qui savait nier, qui avait un sens indéniable, incontestable de la mise en scène et également un incontestable pouvoir de séduction. Alors, ce pouvoir de séduction, eh bien, il le met avec les femmes au banc d'essai en 1910. Il séduit une malheureuse veuve de Lille par le biais des petites annonces matrimoniales. Il lui fait miroiter le Pérou, une situation d'éclat. Là, cette veuve mord à l'hameçon, il lui vole tous ses titres et il s'esquive. Malheureusement, cette veuve
porte plainte. Et au moment où Landru tente de négocier frauduleusement les titres de sa dupe, eh bien, il est arrêté. Est-ce que dans les dossiers que vous avez consultés, est-ce qu'il y a davantage de victimes possibles? Alors, il y en a 283. Véritablement. Il a contacté 283 femmes. Ça a marché avec 10 femmes. Et un adolescent. L'une de ces malheureuses était venue avec son fils, c'est Madame Cuchet. Au fond, la seconde partie est venue exactement de ce que vous disiez. Les victimes, absolument. Les victimes se plaignaient. Alors, il y a une solution pour que les victimes ne se plaignent plus, les faire disparaître. Les faire disparaître. Et il a très bien tiré les leçons de cette mésaventure. D'autant que la situation se prête à merveille à ce genre d'escroquerie. Non, ce n'est plus une escroquerie. Une escroquerie, c'est un assassinat. Ce sont des assassinats. Les polices sont tournées vers le front. Les hommes sont au front. Il n'y a que des femmes seules à l'arrière. Des femmes seules, des vieillards et des enfants. La plupart de ces femmes sont des veuves. Et Landru va exploiter le filon avec une maestria tout à fait extraordinaire. Et là, il va mettre en œuvre son incontestable pouvoir de séduction. Alors, vous disiez illusionniste. Oui. Et ce pouvoir de séduction, justement, quelles sont ses caractéristiques? C'est d'abord pas son physique. Le physique, nous le connaissons. Le physique, il n'est pas beau. Non. Il n'est pas beau. Mais il a un sens de la mise en scène tout à fait remarquable. C'est un magicien. Une gentillesse extraordinaire. C'est un magicien du verbe. Et surtout, il tient un discours, on le voit dans ses lettres. Et dans les réponses standards qu'il envoie à ses fiancés, parce que comme il travaille à la chaîne, il est obligé d'avoir des réponses standards. Aujourd'hui, il aurait un ordinateur, un traitement de texte, ça ne lui poserait... Mais qu'est-ce qu'il a dû recopier comme... Enfin, il avait 4 ou 5 types de réponses standards. Et alors, on voit que c'est un homme extrêmement charmant, doux, gentil, il fascine, il inspire confiance. Ses victimes le disent, c'est un homme qui inspire confiance. C'est bien là le comble. C'est dangereux. Dangereux. Ce pouvoir de séduction, finalement, il est très bien adapté à la catégorie sociale dans laquelle il part en chasse. Ce sont des femmes de ménage, des cuisinières, des femmes seules, des femmes seules, des ouvrières du linge. Alors, qui sont éblouis par le beau langage. Éblouis non seulement par le beau langage, mais n'oublions pas qu'il a une voiture. Très rare à l'époque. Très rare. Ça va lui servir de fourgon funéraire, mais ça, elles ne le savent pas. Il a une voiture et il a une villa, d'abord à Vernouillet et ensuite à Gambé. Alors, pour ces malheureuses, c'est le rêve. Mais dès que Landru s'attaque à des femmes d'un niveau social plus élevé, comme une directrice de pensionnat en Normandie, ou bien Madame Falk, qui est une rentière, mais une rentière qui a de l'instruction et qui a vécu dans le monde, eh bien là, ça va être l'échec total. Donc, Landru ne doit pas sortir de la catégorie sociale qui forme la majeure partie de sa clientèle, si je puis m'exprimer ainsi, sous peine d'échec. Alors, illusionniste, banal escroc, opportuniste, séducteur manipulateur ou tueur de sang-froid. Il est difficile de qualifier Landru, tant sa personnalité était complexe et tant il s'évertue à ne partager que ce qu'il avait décidé de révéler lors de son procès. On raconte que sa dernière maîtresse se suicida en 1968, un dimanche, à la date anniversaire de la demande en mariage que lui avait faite Landru. Peut-être ne s'était-elle jamais remise de la tournure qu'avait pris son rêve avec lui. L'affaire Landru demeure une des histoires criminelles les plus cruelles du XXe siècle et marque un tournant dans la médiatisation moderne des faits divers. S'il faut en tirer une leçon, retenons les mots de Pierre Darmon qui évoquait le contexte historique du procès. Après l'horreur de la guerre, on a presque préféré rire du drame vécu par les victimes de Landru. Pour des raisons de contexte ou d'époque peut-être, les archives montrent que l'attention portée à la personnalité énigmatique et à l'arrogance de Landru lors du procès ont souvent pris le pas sur le récit des proches des victimes et l'empathie à leur égard. Un parti pris qui peut encore interroger sur le traitement médiatique des affaires criminelles. L'affaire Landru est une série du podcast Les Archives du crime, produit par l'INA.
Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous. En attendant une prochaine affaire des archives du crime, nous vous proposons quelques bonus dans lesquels vous entendrez le comédien Jean Weber, l'écrivain et académicien Jules Romain, Albert Moreau, photographe au procès, et Alain Decaux qui revient avec de nouvelles informations. Nous vous invitons également à découvrir Écho et La vie d'avant, 2 autres podcasts de l'INA qui, comme celui-ci, redonnent vie aux archives. À très bientôt dans les archives du crime. Affaire Landru, bonus numéro 1. Jules Romain et le garagiste. Avant de devenir criminel, Henri-Désiré Landru avait dirigé un garage. C'est à cette occasion que son chemin a croisé celui d'un illustre écrivain, Jules Romain. En 1970, le futur académicien raconte au micro du journal de 13h de France Inter comment son nom s'est retrouvé dans les fameux carnets de Landru. Je venais d'acheter une petite voiture et je voulais la loger pour que les frais fussent réduits et sans que la proximité fût mise en danger. Je voulais la loger le plus près de chez moi. À ce moment-là, j'habitais à Ville-Montsouris. Et j'ai été amené à chercher dans les voisinages de la part d'Orléans et de la part de Châtillon. Et j'ai trouvé, comme par hasard, tout à fait par hasard, un grand garage qui était dirigé par Landru. Oui, qui n'avait pas l'air de travailler énormément. Non, c'était vide. Oui. Bon, alors Landru n'était pas Landru à ce moment-là, pour vous? Ah, pour moi, non. Oui, pour personne, du reste. Et même pas peut-être pour ses victimes, car il n'avait pas commencé son sinistre ouvrage. Et alors, vous aviez en face de vous un homme très curieux, mais tout de même assez mystérieux, parce que méticuleux, méthodique et d'une politesse. Par exemple, il mettait sur une feuille qui m'était consacrée, il mettait un bidon essence par telle personne, n'est-ce pas? Oui. Ce qui était une précaution absolument inutile et que personne ne prenait. Ça m'avait frappé. Vous avez eu du reste d'assez longues relations avec ce garagiste, si j'ose dire. Quelques mois, oui. Et comment avez-vous appris sa véritable identité? Mais par les journaux, et puis par une lettre que m'écrivait le juge d'instruction, disant qu'on avait trouvé mon nom dans les papiers du garage. Oui. Et que si j'avais une précision à apporter, on m'en serait reconnaissant. Vous l'avez apporté, du reste, cette précision. C'était une maison de campagne dont vous connaissiez l'existence. Oui, dans la vallée de la Bièvre. Oui. Il m'en avait parlé en me disant, Landru, il m'en avait parlé en me disant, si vous allez par là, comme vous sortez souvent dans la direction de la vallée de la Bièvre, faites attention à la maison que je possède, c'est tout. Affaire Landru, bonus numéro 2. Un admirateur. En novembre 1921, le procès de Landru a fasciné le tout Paris. Certaines audiences attirant les personnalités les plus en vue du moment, comme Maurice Chevalier ou Mistinguett. On se pressait pour écouter les bons mots de Landru. Le comédien Jean Weber, resté célèbre pour son interprétation de l'Aiglon de Jean Rostand, faisait partie des nombreux curieux qui, chaque jour, se faufilaient dans la salle d'audience. En 1921, il avait 15 ans. Il allait au procès comme au spectacle. Ce qu'il admirait surtout, c'était le talent et la répartie de l'accusé. En 1985, à 79 ans, il compare encore Landru à Sacha Guitry. « 1921, aux Assises de Versailles, procès d'un homme que Jean Weber aimait bien. Mais Landru n'est pas le terme. C'est pire. J'admirais Landru. Parce que je trouvais insensé que cet homme, coupable ou pas coupable, on le sait bien,
Le procès a été extraordinaire, a duré, je crois, 40 jours. Le lundi, c'était le plus grand criminel du monde. Le mardi, mon Dieu, que cet homme est curieux. Le mercredi, une déposition avait été faite en sa faveur. Le jeudi, il était un nouveau criminel, et ainsi pendant 40 jours. Et moi qui aime assez le ridicule et l'absurde, vous pensez quel petit lait j'ai bu. D'autant qu'il avait des réponses à la Sacha Guitry. Chaque jour, c'était une jolie comédie qu'il jouait. Et on disait, mais alors, n'est-ce pas, il était bien entendu que dans ce petit fourneau, qui n'avait pas 1 mètre cube, on n'aurait même pas pu cuire un petit chien. Ça, on le savait. Mais par contre, on savait que 15 femmes étaient parties en fumée. Mais comment, disaient les chimistes, c'est pas possible. Un petit chien aurait mis de la suie partout. Et l'odeur, quelle odeur! Alors on a découvert, des Anglais qui disent oui, de temps en temps, il y avait une espèce de chose. C'était l'époque où l'on coupait les foins. Alors, entre les foins coupés et les femmes brûlées, il y avait une certaine distance. Et tout était comme ça tout le temps. Car 20 prémices ne valent pas une certitude, et ce fut vrai. C'est vrai qu'après sa condamnation, des esprits avisés ont supposé qu'il mettait les femmes en hypnose et qu'il les envoyait dans des maisons closes en Amérique du Sud. C'était une version valable, étant donné que prémices il y avait. Bon, mais je buvais du petit lait, justement à cause de la querelle, la bêtise des gens. Ils ne savaient pas qu'on leur cachait des choses, ils découvraient ce qu'on ne leur avait pas caché. C'était d'une beauté inouïe. La stupidité. Je ne dis pas que Landru fut un grand homme, en tort que son physique était merveilleux. On aurait dit un personnage de Courteline. C'est Monsieur Badin, c'est pas une espèce d'employé bien élevé, toujours très bien habillé, très, très correct. Et un jour, enfin, entre 1000 choses très drôles, on avait trouvé des dents dans son jardin, et on espérait, à la façon des électrochocs, lui donner un choc. Alors, toutes les dents sont étalées sous une espèce de vitrine horizontale, sous un voile. Mais enfin, monsieur, si l'on trouvait dans votre jardin des choses creuses, de cette chambre des papans, ah oui. Et on dévoile la vitrine. Toutes les dents sont là. Et il dit, ce sont des dents de femmes. Oh, le moins que je peux dire, c'est qu'elles étaient peu soignées. N'est-ce pas, c'est merveilleux. Non, mais c'est merveilleux. C'est pas... Le monde entier se déchire. A-t-il tué? A-t-il... Non. Oh, c'est donc carrié. Quelle horreur. C'est merveilleux. Quelques jours plus tard, il dit, écoutez, je vous en prie, messieurs. Il les fait taire. On avait assez d'entendre de toute cette joie. Je vous en prie, messieurs, vos instants sont comptés. Ah ben, les miens aussi, d'ailleurs. Voilà pourquoi mais la question ne se pose pas, mais c'est admirable d'atteindre ces sommets-là, non? Affaire Landru, bonus numéro 3. Albert Moreau, photographe d'audience. Si le visage et les traits de Landru sont restés célèbres, c'est sans aucun doute grâce à l'homme que vous allez entendre à présent. Son nom, Albert Moreau. C'est lui qui immortalisa les traits du criminel. En 1921, il couvrait le procès comme reporter photographe. Son statut lui a permis d'observer l'accusé de près, parfois même dans les sous-sols du tribunal, pendant les suspensions de séance, d'échanger avec lui, d'entrer dans l'intimité des magistrats. Il raconte de nombreuses anecdotes et décrit ce qu'il a tenté de saisir à travers ses clichés. Et vous étiez donc à côté du box. J'étais à côté de Maître Moreau de Jafferi. Puis d'ailleurs, je vous dirais qu'à ce procès-là, eh bien, au bout de quelques jours, on faisait un peu ce qu'on voulait. Il faut dire que Monsieur Gilbert, le président, nous le connaissions depuis longtemps quand il était juge d'instruction. Alors, il nous connaissait, et puis il s'était établi une chose, c'est qu'on avait rendez-vous à la gare des Invalides, et magistrats, rédacteurs, dessinateurs, photographes, on faisait le trajet ensemble. C'est presque les magistrats qui nous demandaient d'aller faire Landru de telle façon, de telle autre. Et c'est comme ça que j'ai pu faire Landru pendant des suspensions d'audience.
on suivait, quand il regagnait l'espèce de cave par où il apparaissait, qui est en dessous du box des accusés, alors on suivait, et puis avec les 2 gendarmes qui étaient là, on faisait la causette. Et est-ce que vous avez pu parler à Landru à ce moment-là? Mais comme je vous parle en ce moment. Mais est-ce qu'il vous répondait? Mais bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il vous a raconté? Je ne causais pas du procès, bien entendu. Mais on causait de photographie, on parlait d'imprimerie, car je crois qu'il avait été un peu dans l'imprimerie. Dans l'imprimerie, je sais qu'il a été rue des Boulets. C'est là qu'il a commis ses premières escroqueries. Rue des Boulets, c'était prometteur. Oui. Et alors, il en avait toujours gardé une certaine amertume. Et je sais qu'une fois, il a dit... Bien, moi, on m'a bien escroqué. Pourquoi n'aurais-je pas escroqué les autres? Et puis, alors, je lui faisais signer des photos. Tout le monde me demandait, et vous pourriez pas me donner une photographie avec la signature de Landru? Et alors... Il les donnait volontiers. Oh, de moi... T'es flatté, oui. Vous le visiez naturellement pour le prendre, mais est-ce que vous le regardiez? Quand on fait ces photographies-là, il faut... qui ne bouge pas d'un millimètre. Mais alors, comment était-ce possible? Vous lui demandiez de ne pas bouger? Non, mais il ne bougeait pas. Ah bon? Quand il nous voyait, il ne bougeait pas, il ne demandait pas mieux. Qu'est-ce qui vous a frappé dans son visage? Eh bien, son regard vacillait. Tantôt c'était sur le président, tantôt les jurés, la salle, avec le boucan qu'il y avait dans la salle, n'est-ce pas? Mais étant donné que lorsque vous le photographiez, il se laissait photographier volontiers... C'était surtout... à moi, à saisir le moment où il regardait autre chose, n'est-ce pas, et d'appuyer sur mon déclencheur. Oui, il ne regardait pas vers l'appareil, il n'allait pas jusque-là. Il y a des fois qu'il regardait, par exemple, le soir du verdict, nous avions mis avec un camarade près de sa tête, nous avions acheté une grosse lampe, n'est-ce pas? Et nous l'avions vissée pendant la suspension d'audience, pendant que les jurés délibéraient. Et quand il est revenu, nous étions en place pour le photographier au moment du verdict. Et la première fois que j'ai vu sourire Landru, c'est quand le président lui a dit « Et Landru, vous aurez la tête tranchée sur une place publique. » Alors là, il a eu un sourire. C'était le premier que j'ai vu pendant tout le procès. C'était une espèce de mépris, d'après vous? Il n'y croyait peut-être pas. De dédain. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on pourrait dire. Je vous remercie infiniment. Affaire Landru, bonus numéro 4. La véritable histoire des aveux. Comme vous l'avez entendu précédemment, Landru n'a jamais avoué officiellement l'assassinat des femmes qu'il avait menées à Gambais. En 1986, Alain Decaux nous avait raconté que maître Robert Badinter avait retrouvé ses aveux inscrits au crayon à l'arrière d'un mystérieux dessin représentant la cuisinière où il aurait brûlé les corps de ses victimes. Vous allez découvrir à présent la véritable histoire de ce dessin, confié par Landru à son second avocat, maître Auguste Navière du Treuil, juste avant son exécution. Dans cet entretien de 1994, les historiens Alain Decaux et Pierre Darmon révèlent les détails de cet incroyable rebondissement. Et notez bien que la hantise des jurés, c'était de condamner Landru à mort et de voir apparaître, ne serait-ce après, qu'une seule des victimes de Landru, parce que là, tout l'édifice s'effondrait. Et maître de Moreau-Diaferi a magistralement spéculé sur cette faiblesse de l'accusation. Et justement, c'est l'occasion peut-être d'évoquer son collaborateur, oui. Maître Navière du Treuil. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais évoqué l'affaire Landru personnellement à la télévision. Et en 1984, Robert Badinter, qui était à l'époque garde des Sceaux, que je n'avais pas le plaisir de connaître,
m'a appelé pour m'annoncer que l'on avait découvert un document où l'on pouvait bien voir les aveux éventuellement de Landru. Or, en vous lisant, cher Pierre Darmon, en lisant votre livre, j'ai vu que finalement, ni Robert Badinter ni moi-même, parce que moi j'ai été ravi, j'ai dit, et je vais dire pourquoi à l'instant, et en fait ce document était connu. C'était un dessin de la main de Landru. Le dessin, et c'est ce que vous évoquez dans votre livre, et ce dessin représentait la cuisine. La cuisinière, fort bien dessinée par Landru, avec un peu comme un architecte, c'est-à-dire c'était pas un dessin romanesque, romantique, c'était vraiment les dimensions, le mur, très, très géométrique. Et on voyait la cuisinière, où il avait brûlé évidemment toutes ses femmes. Et puis on tournait le dessin, et je l'ai eu moi-même entre les mains. Et derrière, on lisait au crayon: ce n'est pas le mur derrière lequel il se passe quelque chose, mais bien la cuisinière dans laquelle on a brûlé quelque chose. Alors, brûlé est souligné 3 fois. Le tout est signé, Landru, et daté de Versailles le 8 octobre 1921. Évidemment, Landru évoque l'hypothèse formulée par certains qui se refusaient à admettre que les corps eussent pu brûler dans une cuisinière si exiguë. Alors ces gens-là soutenaient que les corps avaient été incinérés dans un hangar situé derrière le mur de la maison. Et Landru tenait à remettre les choses au point. Mais ce n'est pas derrière le mur, mais bien la cuisinière dans laquelle on a brûlé quelque chose. Alors, pourquoi parlais-je de votre version et de la mienne, qu'il était jusqu'à ce que je vous ai lu? C'est que, en fait, quelqu'un avait dit à M. Badinter, qui lui parlait de Landru, eh bien, je connais la fille de maître Navière-Dutreuil qui possède un dessin que vous auriez avantage à voir. Il a souhaité le voir, mais la personne en question le lui a apporté. Et ayant vu ce dessin, il a eu la courtoisie de me téléphoner en me disant, voilà, vous qui avez fait une émission, ça vous intéressera. On les a, parce que je vais terminer l'émission en disant, on n'aura jamais les aveux dans le... Je dis, mais si, on les a quand même. Alors, tu avais pu montrer le dessin à la télé. Ah oui, mais c'était trop tard. alors, je suis évidemment étonné parce que voulez-vous dire ce que j'ai lu dans votre livre, justement, à propos de ce dessin? Alors ce dessin, il a été déjà connu. Il a été rendu public par la fille de maître Navière-Dutreuil peu après sa mort, c'est-à-dire en octobre ou novembre 1968. Alors, elle a fait une conférence de presse et elle a montré ce dessin à la presse. L'événement, à l'époque, est passé relativement inaperçu. Alors, c'est ce qui fait que M. Badinter a cru que personne ne l'avait vu encore et par conséquent, a voulu me mettre au courant. Je ne l'étais pas, je ne connaissais pas cette conférence de presse de 1968. Alors, ce qui est intéressant, ce sont les explications qui ont été données en plus par la fille de cet avocat, qui était le collaborateur de Moreau Giaferi. Vous savez, quand un grand avocat prend une telle cause, il voit l'accusé une fois ou deux au début, après c'est le collaborateur ou les collaborateurs qui y vont. De sorte que l'accusé, l'inculpé, est beaucoup plus en familiarité avec les collaborateurs. Là, il était vraiment devenu presque l'ami de Navière-Dutreuil. Et il lui a donné ce dessin après le jugement. Et il se trouve où actuellement, le dessin? Il se trouve probablement toujours dans la famille de Navière-Dutreuil. Il a été seulement communiqué au garde des Sceaux. Alors, simplement, il a dit à Navière-Dutreuil, voilà, je vous donne un dessin. Il y a une inscription derrière. Vous la gardez pour vous. Si la condamnation est cassée, en cassation, vous me le rendrez. Si je suis exécuté, vous en ferez ce que vous voulez. Et c'est pourquoi c'est écrit au crayon. Parce que s'il y avait eu cassation, vous pouvez le gommer. Ça, c'est le dernier clin d'œil, peut-être, de Landru. Merci, Pierre Darmon, de nous avoir rejoints. Et je conseille beaucoup à nos auditeurs de lire votre livre. Monsieur Boyer, 15 mois de Beauvoir. Vous venez chercher les modes. Et mademoiselle, pardon, madame. Et c'est rhumatisme. C'est rhumatisme terminé. Elle pense bien à vous et m'a chargé de tous ses souhaits. Je monte prendre les meubles. Et c'est bien joli chez vous, chère madame.
Et si j'étais libre? Voyons, monsieur Boyer, vous n'y pensez pas, un jeune marié. Voici la clé. Merci. Dis donc, papa, ça grimpe. Ne m'appelle pas papa tout le temps, ça m'agace. Objets inanimés, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Qu'est-ce que tu dis, papa? Rien, mon fils. Je rêvais. Alors, il faut se secouer. Tiens. Prends ce pot pour ta mère. Ça lui fera plaisir. Laisse le secrétaire sur la charrette. Je vais le montrer au vieux Louis en passant. Ça l'intéressera sûrement. Mars. Soyez prudente tout de même. Si vous savez comme il me regarde. Par quelle souffrance vous avez dû passer. Ça ne semble pas à Mme Couchet de faire déménager ses meubles sans même me prévenir. Il est venu prendre tous ses meubles avec son commis et depuis, pas de nouvelles. On fera le nécessaire, je vous l'ai dit. Je sais qu'il est prématuré de vous demander cela. Je vois maman décliner de jour en jour. J'aimerais tant que vous la rencontriez avant la fin. Ce que tu as eu par Jésus. Sortez! Je viens! Maman, laisse-moi, je t'en prie.
la mort en se jetant du toit d'un château proche de sa maison de retraite.